Aujourd'hui, dans ce webinaire hebdo chez Promise, on va parler de bonnes pratiques Vue.js avec Brian. Nous, c'est un rendez-vous qu'on fait chaque semaine depuis le début de l'année. Voilà, c'est plus en général le jeudi à 12h30. On a déjà passé pas mal de webinaires que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube de Promise. Ce webinaire sera également enregistré, donc vous recevrez un lien à la fin de l'événement et le contenu sera partagé également sur la chaîne YouTube d'ici la fin de semaine. Avant d'aller un peu plus dans le concret, on va quand même se présenter. C'est la première fois qu'on t'accueille, Brian. Je te propose voilà, de te présenter en quelques mots et de parler peut-être notamment de Dev Theory. Bien sûr. Bon voilà, moi je m'appelle Brian. Comme certains de ceux qui suivent actuellement le webinaire peuvent le savoir, je suis le cofondateur de Dev Theory, qui est un projet, notamment surtout une chaîne YouTube, qui donc va parler de JavaScript. Donc moi je suis vraiment spécialisé JavaScript depuis maintenant 5-6 ans peut-être. J'ai commencé donc en étant développeur et puis après petit à petit j'ai commencé à faire des formations sur Udemy. Puis la chaîne a vu le jour il y a 3-4 ans peut-être, je crois. Et donc voilà, c'est vraiment spécialisé JavaScript. Et en plus de tout ça, de mon côté, je suis spécialisé dans le Vue.js, donc le framework Vue.js. Je fais pas trop de React, Angular ou quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler justement des bonnes pratiques en Vue.js. Et ta chaîne YouTube, est-ce que tu peux donner quelques chiffres sur le nombre d'abonnés que tu as notamment? Bientôt 20 000, on est à 19 800 et quelques, bientôt Ah, 20 000 abonnés sur YouTube. Sur félicitations. Twitter, merci. Sur Twitter, un petit peu moins de 10 000 aussi, on est à 9 500. On va bien, on passe les caps là en ce moment. Ouais, c'est top. Euh, et puis derrière, il y a un site web bien sûr où je vends pas mal de formations liées au JavaScript et également à Vue.js, etc. Voilà. D'accord. Et vous Et pouvez me contacter si jamais vous avez une question sur l'adresse email qui est écrit sur l'écran actuellement, mmh, contact@devtheory.fr. tu publies du contenu, chaque semaine, il me semble? Oui, Au sur niveau YouTube, toutes les semaines, tous les lundis matins, je fais une revue de la semaine sur les actualités qu'il y a eu dans le monde du JavaScript. Et donc voilà, je fais les actualités de la semaine en JavaScript tous les lundis matins, ce format-là, sur YouTube, que vous pouvez retrouver si jamais vous êtes intéressé par une veille en JavaScript. Super. Nickel, très bonne intro. Heu, de mon côté, aussi pour me présenter, donc moi je suis le cofondateur, de Promise, donc qui co-organisons le webinaire aujourd'hui. Donc nous Promise, on est un éditeur logiciel bordelais, mais pas que, voilà, ça a démarré à Bordeaux. Nous, on développe une solution de partage de connaissances et de best practices pour les développeurs et développeuses. Donc l'objectif, nous, avec Promise, c'est d'aider les organisations tech à créer, à faire émerger des standards de code et à les diffuser au plus grand nombre. Voilà. Et donc on a vraiment construit un écosystème vraiment pensé pour le développement logiciel avec notamment des extensions pour les outils de revue de code et les IDE. Donc voilà, ça on verra rapidement passer et vous pouvez aller aussi jeter un œil sur le site de Promise si vous êtes curieuse de voir un petit peu ce qu'on fait. Et donc voilà, comme je le disais, chaque semaine, on fait des sessions où on parle de pas mal de sujets autour de la qualité des logiciels en général, comment est-ce qu'on peut, dans les organisations, se structurer pour produire du code de qualité. On adresse aussi des sujets un petit peu plus techniques, comme aujourd'hui sur Vue.js. Alors, tu disais que tu t'étais spécialisé en Vue.js, d'ailleurs, Brian, par curiosité, Mhm. qu'est-ce qui t'a amené vers là, voilà, versus peut-être un Angular ou un React est-ce que c'est est-ce que tu C'est principalement le fait que la courbe d'apprentissage sur Vue.js, elle était beaucoup plus linéaire que d'autres frameworks comme Angular ou React à l'époque. Angular ou React, il fallait vraiment se heurter un moment à un mur et bien essayer de le franchir pour bien comprendre comment ça marche et après faire bien tout ce qu'on voulait. Alors que Vue.js, c'est vraiment très incrémental. Et donc, voilà, j'avais peur un peu de ces obstacles-là sur React Angular. Donc, je suis Mmh. directement allé sur Vue.js. Et depuis, j'y reste parce qu'en fait, je fais tout ce que je veux sur Vue.js et même maintenant avec d'autres méta-frameworks comme Nuxt, par exemple. Et là, on Ouais. peut vraiment faire encore plus de choses niveau server-side rendering, etc. Donc, oui, Vue.js me convient très, très bien et je suis jamais vraiment allé voir les autres après coup. Donc, voilà.
Ok, bah c'est une très bonne raison. Si, n'hésitez pas aussi dans le chat si vous avez, s'il y en a qui sont passés d'un framework à l'autre et que depuis vous voulez plus quitter Vue.js, c'est toujours intéressant aussi de le partager. Tout au long de la session, n'hésitez pas aussi à partager vos questions, bah, que ce soit dans le chat où il y a un onglet questions dédié. Voilà, on essaiera de les prendre au fur et à mesure, donc soyez, voilà, sentez-vous à l'aise pour nous poser des questions, demander des clarifications. Voilà, on est vraiment là aussi pour un temps d'échange. Voilà, nous on parle, on vous laisse plutôt la voix écrite pour vous exprimer, mais voilà, sentez-vous vraiment à l'aise. On a envie que ce soit aussi interactif par rapport à tout ça. Et le framework et tout l'écosystème Vue.js aussi en termes de tout ce qui va être framework, intégration avec d'autres outils, toutes les librairies, tous les outils tierces, etc. C'est assez complet aussi comme écosystème, j'imagine. On n'a pas trop de Oh. limitations. Ouais, non, franchement, il y a très très peu de limitations. Il y a énormément de librairies sur un peu tout ce qu'on veut. Au niveau des extensions sur les différentes IDE, notamment VS Code, il y a vraiment une extension qui est excellente qui s'appelle Volar, qui permet de faire tout ce qu'on veut depuis VS Code. Ok, Après, ouais, vraiment l'écosystème de Vue.js, il est extrêmement complet. Il n'y a pas besoin d'avoir peur là-dessus, clairement pas. eh ben parfait. Bah écoute, je te propose qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. On va commencer à regarder un peu du code Vue.js et on va commencer à en discuter. Je te laisse la main là-dessus. Avec plaisir. Eh bien, je vais commencer Yes. par partager mon écran directement. Tac, hop, écran Comment 1. tu appelles l'extension VS Code? Je vais la partager. Volar, V-O-L-A-R, c'est la nouvelle Ok, extension, c'est la dernière extension d'accord, parce qu'il y en avait une avant, mais du coup maintenant elle est deprecated, donc c'est vraiment Volar qu'il faut prendre, quoi. d'accord, très bien. Bah, écoute, j'en profite. Je la mets dans le chat. Voilà. Alors, eh bien, je vais, commencer du coup par parler de la première bonne pratique sur Vue.js dont j'ai envie de parler donc dans ce webinaire. Bien sûr, j'utilise Promise pour parler de ces pratiques-là car c'est, excellent, bah, pour répertorier tout ça. La N'est-ce pas? première, donc, c'est par rapport au style de l'API. Alors, cette première pratique, elle est plus générale que les autres. Les autres, ce sera vraiment un peu plus du concret sur des choses précises. Mais ici, j'ai voulu partir de quelque chose de plus général, car je pense que vraiment, si jamais vous développez une application, donc que ce soit full stack ou pas, mais du moins une application totalement en Vue.js pour l'écriture donc du JavaScript, eh bien, la Composition API est bien mieux que l'Options API. Alors, pour ceux qui ne savent pas forcément, donc sous Vue.js, on a deux manières d'écrire n'importe quel système. Et ces deux manières-là, elles prennent en compte les mêmes fonctionnalités derrière. En fait. Donc, on va retrouver les mêmes fonctionnalités d'une API à l'autre. C'est juste que la manière d'écrire cette fonctionnalité va être différente. Par exemple, sur l'Options API, donc la manière que je trouve la moins bien, la moins pratique, eh bien, c'est cette manière-là qu'on va écrire des components. On va avoir, vous voyez, il y a un export default ici dans script, et on va avoir en fait plusieurs propriétés dans cet export default-là, notamment data, methods, mounted, mais on pourrait en avoir bien d'autres. Et cette manière-là d'écrire, vous pouvez voir que pour un component qui est le même, on va le voir après, on a 23 lignes. Et si je reviens sur la Composition API, donc pour le même fonctionnement, on a 17 lignes, alors que c'est déjà un fonctionnement assez simple. Hein. Ici, on est sur un simple compteur. On va avoir un bouton, on clique dessus et ça va incrémenter le compteur. Donc, pourquoi je préfère vraiment la Composition API et je pense que c'est une meilleure pratique? Parce qu'en fait, elle est beaucoup plus flexible et il y a beaucoup moins de syntaxe. Comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas d'export default avec des propriétés ou quoi. En fait, on ne travaille pas ici dans un objet. Alors que sur l'Options API, eh bien, on travaille dans un objet. Dans cet objet-là global, on travaillait en fait et on mettait donc les propriétés, etc. Alors que dans la Composition API, eh bien, c'est beaucoup plus naturel. C'est comme si on était dans un fichier JavaScript normal où on va importer en fait certaines fonctionnalités, certaines fonctions qu'on va utiliser et après, eh bien, ça va créer notre propre activité et les différents systèmes que l'on veut. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la Composition API, donc celle-ci, va permettre moins de boilerplate, donc moins de syntaxe à se souvenir, à écrire, etc. Et donc, forcément, il va y avoir moins de lignes de code à écrire au final. Mais également, ça permet, et c'est un gros atout, de regrouper les fonctionnalités entre elles. Par exemple, ici, donc, on est sur un compteur dans ce component-là. Donc, je peux même zoomer si jamais vous ne voyez pas assez. Je peux zoomer un petit peu. Donc, on est ici sur un compteur. Et vous voyez que donc toutes les fonctionnalités de mon compteur, donc la variable, la fonction increment, mais également le unmounted, donc il va me dire la valeur initiale
du compteur quand le component commence à être exécuté. Et bien tout ça, c'est au même endroit. Vous voyez, ça se retrouve ici. Alors que sur l'Options API, eh bien en fait, on va diviser tout ça donc à travers, bien, vous voyez, les noms des propriétés qui vont induire différentes fonctionnalités de Vue.js qu'on va utiliser. Et le souci, c'est que si jamais on a plusieurs sous-systèmes dans un component, donc imaginez qu'on a un compteur, mais qu'on ait également, je sais pas, un système de connexion, c'est peut-être un peu gros, mais un autre système, eh bien en fait, on devrait, dans donc un même endroit comme data, methods ou mounted, eh bien avoir plusieurs parties de ces systèmes-là. Donc en fait, on divise un peu nos fonctionnalités selon les fonctionnalités de Vue.js, ce qui fait que c'est pas très organisé et c'est compliqué à maintenir. Et bien ça, c'est un gros avantage de la Composition API, puisque avec la Composition API, eh bien là, je vais faire 10 lignes de code par rapport au compteur, puis après, je vais faire 10 lignes autres de code par rapport à ma fonctionnalité de connexion, par exemple. Donc on est vraiment sur une meilleure séparation des responsabilités, une meilleure séparation donc des fonctionnalités que vous voulez développer. Et ça, ça permet vraiment d'être plus flexible et d'avoir un code plus propre et donc plus maintenable au final. Donc voilà un peu concernant la différence entre Composition API et Option API et pourquoi je préfère la Composition API. D'accord. Est-ce que comment dire, dans la documentation Vue.js, il y a des préconisations sur quand est-ce qu'utiliser l'un plus que l'autre ou pas forcément? Alors, effectivement, sur la documentation de Vue.js, on nous recommande d'utiliser la Composition API si jamais on fait une application, enfin une web app, qui est totalement avec Vue.js. Ça veut dire qu'on va avoir vraiment des components de partout, en fait, tout va être des components. Donc, dans ce cas-là, eh bien, l'utilisation de la Composition API est vraiment recommandée. Après, on a une autre version, on a une autre utilisation de Vue.js où en fait, on va simplement greffer Vue.js à un site existant. Donc en fait, par exemple, Ok. sur une seule page ou plusieurs pages web, eh bien, on va utiliser Vue.js, mais pas sur tout le site. Ça, c'est une utilisation un peu plus Hmm. vieille, mais également possible de Vue.js. Et pour ce type de fonctionnement, alors là, l'Option API va être recommandée parce qu'en fait, l'avantage de l'Option API, c'est qu'elle n'a pas besoin de build. Il n'y a pas de build step pour l'Option API. Ça va marcher directement dans le navigateur. Alors que la Composition API, là, on va avoir un build step, on va avoir une compilation de nécessaire pour en fait transformer le code et qu'il soit après exécutable dans le navigateur. Ok, très clair, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans le chat par rapport à ces styles d'API? Je crois que tu as été radicalement clair. On peut peut-être Ah, c'est poser la parfait. question d'ailleurs pour savoir. Ah oui, Euh, alors oui, parce que normalement, si vous êtes ici, vous connaissez un peu Vue.js, vous utilisez Vue.js. Et donc, on était curieux, est-ce que vous utilisez plutôt la Composition API ou l'Option API? Donc là, il y a un petit sondage qui ouais. s'affiche, vous pouvez y répondre. Et comme ça, on va pouvoir voir un peu comment ça se répartit. Ah, ça s'équilibre, il y a une petite avance. Ah, ça se rattrape. Ah, Ah, tu vois, on est on est sur sur du 20 personnes. 60-40, hein? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ah Donc, ouais, donc il y a une légère avance quoi, pour la Composition API, légère. mais pas tant que ça. Non, ouais, tu vois, effectivement. Bon, Ouais, comme un quoi. peu du 60-40. Ben, franchement, je vous conseille de tester à utiliser la Composition API pour ceux qui ne l'utilisent pas forcément, Mm, pour voir un peu ce que ça peut changer. mm. On peut faire la Composition API sans connaître l'Option API. Alors oui, totalement, on peut effectivement faire de la Composition API sans connaître l'Option API, parce qu'en fait, l'un n'est pas dépendant de l'autre. En fait, les deux vont être vraiment indépendants. Donc, on va pouvoir juste utiliser les fonctionnalités que Vue.js nous propose, mais à travers deux styles d'écriture différentes. Un style un peu plus PO, donc orienté objet, et un style un peu plus programming, functional programming, donc vraiment avec des fonctions. Tout à fait, Axel. Ne pas oublier le setup, c'est-à-dire cet attribut-là, attribut setup ici, qui permet d'utiliser la Composition API directement. Car si on n'avait pas cette petite attribut setup-là, on aurait dû refaire un export de default et écrire setup ici et là mettre le même code en fait. Donc c'est assez différent, D'accord. mais ouais, l'attribut setup permet de réduire en fait encore plus le boilerplate d'un component sous Vue.js. Petite subtilité, merci de l'avoir remonté, Axel. Mhm. On est top. Tout à fait, ouais. C'était Baptiste aussi.
Ouais, et le fait de lier avec TypeScript, on en reparlera après. Et totalement, la Composition API, elle permet, c'est très puissant. Ça permet après de lier des composables, des fonctions intégrées, l'auto-import sur Nuxt. C'est très puissant. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur cette première pratique. Ouais, je pense. Ouais, c'était un point intéressant. Bah, écoute, moi, je t'invite à Ouais. avancer sur ta deuxième proposition. Eh bien, on part. Et alors, toutes les autres propositions, elles vont se baser sur la Composition API parce que c'est ce que je recommande. Donc, c'est vraiment là-dessus que vont se baser les autres pratiques. Donc, la deuxième de ces pratiques, c'est par rapport à la réactivité sur les objets. Donc, sur les objets en JavaScript, comment on va gérer la réactivité à travers Vue.js. Donc, la pratique que je ne trouve pas bonne, la mauvaise pratique de gérer des objets, de gérer la réactivité des objets via Vue.js, c'est celle-ci. Alors, elle marche totalement, ce code, il marche totalement, il va bien marcher. Sauf qu'ici, vous voyez qu'on va utiliser la fonction ref pour y mettre un objet dedans. La fonction ref, rapidement, ça permet d'ajouter de la réactivité à un objet et donc de détecter, par exemple, à travers un watch, vous voyez ici, de détecter quand est-ce que l'objet va changer, en fait, tout simplement. La valeur va changer. Et ici, ce code-là, comme je vous disais, va fonctionner, il va bien s'exécuter, il ne va pas y avoir d'erreur, sauf qu'il n'est pas très bon. Pourquoi? Parce que ici, on utilise un objet dans ref et ce n'est pas recommandé d'utiliser des objets dans ref. Il vaut mieux les utiliser dans une autre fonction de Vue.js qui s'appelle reactive, qui permet également donc de gérer la réactivité, mais à la différence de ref, eh bien, lorsqu'on utilise l'objet qui a ref, ici user, eh bien, avec ref, on doit mettre un point value, en fait, toujours. On doit toujours mettre ce point value-là pour accéder à l'intérieur de ce qu'on a mis donc dans le ref. Eh bien, l'avantage avec Reactive, c'est qu'en fait, on n'a pas ce point value. Vous voyez qu'il n'y a absolument pas ce point value ici. Et ça peut seulement se faire justement sur des objets. Parce que sur une valeur primitive, si jamais on mettait donc true, une chaîne de caractères ou n'importe quoi, ou un nombre, eh bien, en fait, on ne peut pas utiliser Reactive. Donc, on va aller voir un petit exemple. J'ai fait un petit exemple pour mieux comprendre un peu tout ça. Tac, hop, juste ici. Donc, on est ici, pour ceux qui ne savent pas forcément, sfc.vujs.org, c'est un peu le playground donc, de Vue.js où vous pouvez directement écrire du code Vue.js et donc avoir directement le code qui s'exécute. Donc ici, comme vous voyez, on a une ref. Et quand je fais increment age, vous voyez que l'âge incrémente bel et bien. Sauf qu'il y a une chose que vous pouvez remarquer également, c'est que mon watcher ici, qui permet de détecter quand est-ce qu'il y a un changement, ne s'exécute pas. Ici, je suis censé faire un watcher sur user, donc regarder quand est-ce qu'il y a des changements, et vous voyez que l'alerte, elle n'apparaît jamais. Quand j'incrémente mon âge, ça n'apparaît jamais. Pourquoi ça? C'est justement parce que c'est un objet, et que les objets à travers ref, ce n'est pas recommandé. Il vaudrait mieux utiliser reactive. Et pour bien voir que ce watcher-là, normalement, il marche, on peut en faire un autre. On peut faire ici un const age est égal ref de 22, par exemple. Ensuite, au niveau de increment age, on va faire age.value++, et ici, on met juste age. Vous voyez. Donc là, tout s'est remis bien. Et ici, juste dans le... oui, non, c'est bon. C'est ici qu'il faut mettre age. Voilà. Comme ça, ici, on a bien... Maintenant, quand j'incrémente mon âge ici, vous voyez qu'on a bel et bien le watcher qui est exécuté, user change, et ensuite, ça incrémente. Donc, le watcher, il marche bel et bien avec les refs. C'est juste qu'avec les refs qui sont en fait un objet, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, le code qu'on avait avant, c'était la modification d'une sous-propriété de la ref, en fait. Donc, ce n'était pas la modification de point value, mais c'est la modification de point h dans point value. Et donc, forcément, le watcher, il ne comprenait pas ça. Et c'est pour ça qu'utiliser des objets dans ref, ce n'est pas du tout recommandé, parce qu'on va avoir des sous-fonctionnalités qui ne vont plus fonctionner. Donc, la résolution à ça, c'est d'utiliser reactive, et aussi également de l'importer. Et donc, l'utilisation de reactive va permettre quoi? Va permettre d'enlever le point value, et ensuite, va permettre d'avoir le watcher qui va fonctionner. Ici, si j'exécute mon code, on avait user change, vous voyez, et ça marche bel et bien avec une reactive. Donc voilà ce que je recommande, d'utiliser reactive sur les objets et ne jamais utiliser ref, parce que certes, ça va marcher, mais ça ne va pas toujours faire ce que vous pensez. En fait. Et puis effectivement, je trouvais que le point value, c'était pas intuitif. Ça veut dire qu'avec le ref, tu dois à chaque fois mettre le point value quand tu veux travailler sur la valeur, quoi. Exactement. Tu dois toujours mettre le point value, parce qu'en fait, c'est là-dedans que va se trouver la réactivité, si tu veux. Okay. Dans Reactive,
D'ailleurs, dans Reactive, tu ne peux pas mettre de valeur primitive, comme par exemple 12. Ici, ça va Ah, pas ok, marcher. Vous voyez, j'ai d'accord. une valeur primitive. Donc, on peut seulement mettre des références comme un objet. Par contre, dans le ref, eh bien là, je vais pouvoir. Si je fais, donc, encore une fois, le petit age, ref, par exemple, de 22, là, je vais pouvoir. Et pourquoi je dois utiliser age.value, pourquoi je dois utiliser le point value ici? Parce qu'en fait, c'est de cette manière-là que Vue.js va pouvoir détecter qu'on a un changement dans la valeur. Parce que si en fait D'accord. je fais juste age est égal age plus 1, et bien là, ce qui se passe, c'est que j'enlève le fait que age est une ref en fait. J'enlève Hmm. tout le système de réactivité puisque je redéfinis tout age. Ouais, bien sûr. Donc forcément, ça ne Ok, va pas marcher. Tu vois. ouais, très clair. Donc d'où le point value. Ok, bah écoute, merci pour l'explication. On a une autre question de Baptiste qui demande si on passe un objet réactif en props, il est réactif ou il faut le spécifier? Il est réactif. Un objet en props est réactif. D'ailleurs, on va en parler dans une pratique. Si ce n'est pas la prochaine, c'est celle d'après. On va en parler. Message, partage d'écran. Ouais, bien sûr, je peux l'enlever. Ouais, donc. Donc rêve plutôt pour les primitives. C'est ce que propose Voilà. Emmanuel, tu es plutôt d'accord avec ça? Totalement, totalement. Ref pour les primitives, donc toutes les primitives. Même si on peut utiliser ref avec les objets, ben c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Ça marche. Alors oui, là on Ah, arrive sur des choses plus complexes, sur le shallow. Ouais, sur le shallow, on arrive sur des choses plus complexes. On n'aura pas le temps, je pense, d'en parler. Mais effectivement, oui, les shallow ref et les shallow réactifs, c'est également très intéressant pour ne pas avoir une réactivité qui va trop deep, en fait, qui va trop dans les sous-propriétés, etc. Ce qui est en lien effectivement avec le système de map. Ouais. Ça marche. Bon, si jamais on le note de côté, si on a un petit peu le temps sur la fin, on pourra peut-être Ouais. revenir un petit peu dessus. Ok, Ok, donc bah, très clair. celle-ci. Alors maintenant, on va passer sur une autre bonne pratique par rapport au destructuring sur un reactive. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le destructuring sur le reactive, il faut faire attention parce que si on ne fait pas attention, en fait, on va perdre la réactivité. Par exemple, ici. Ici, justement, juste avant, euh, oui, Baptiste, tu nous disais, est-ce que le props, c'est un réactif? Oui, les props, donc quand on envoie des propriétés à un component, effectivement, ce props-là, il est réactif. C'est l'équivalent de la méthode réactive qu'on a vue juste avant. Donc, ce qui se passe ici, c'est que dans ce petit component-là, on a voulu déstructurer donc props afin simplement de récupérer la propriété name qui a été envoyée et ensuite de prendre en fait name ici de l'afficher. Donc ici, ce code-là, il va effectivement marcher. Le souci, et on va le voir tout de suite à travers un petit playground. Tac. Hop, voilà. Donc là, c'est ce code-là, c'est le même. Hein. Dans hello.vue, vous voyez ici, donc on a notre props, je vais zoomer un petit peu. On a notre props qu'on fait un petit destructuring ici pour récupérer name et ensuite on affiche name. Donc vous voyez que ça marche. Hein. On a John et on a bien hello John qui s'affiche, qui vient donc de hello.vue et on a passé donc ce name dans hello juste ici en propre. Okay, et donc là, en fait, le problème ici, c'est que si jamais on change la valeur donc, de notre John, ici par exemple John Do, et bien en fait, ça ne marche pas. Alors que là, c'est censé marcher. C'est censé marcher. Et comment on peut le prouver que c'est censé marcher? Parce que si ici, je mets props.name, eh bien, vous allez voir que si je fais do ici, ça marche. La réactivité dans props, elle est toujours présente. Mais par contre, elle n'est plus présente dans le name où j'ai fait un destructuring. Et que là, si je mets juste name, eh bien, la réactivité n'existe plus. Parce que justement, en faisant un destructuring des propriétés d'un objet réactif, eh bien, j'enlève la réactivité, puisque dans un réactive, la réactivité se trouve au niveau de l'objet, justement, de l'objet basique. Donc ici, props ne se trouve pas dans des sous-propriétés ou quoi. La réactivité se trouve dans props, à travers un système de proxy en JavaScript. Et donc ici, forcément, ça ne va pas marcher. Donc comment faire pour que ça marche? Et c'est ce que j'ai mis ici donc, dans la version bonne pratique sur Promise. Eh bien, en fait, c'est d'importer une fonction qui va s'appeler toRefs. Et la fonction toRefs va permettre de transformer, de créer un nouvel objet
qui va avoir toutes les propriétés qui va transformer donc toutes les propriétés de l'objet réactive en ref. Et quand on parle de ref ici, on parle littéralement de la méthode ref, REF qu'on a utilisée juste avant avec les points value. Donc en fait, cette méthode-là va permettre de faire un destructuring qui va effectivement fonctionner cette fois-ci, puisque name va devenir une ref. Et après, je pourrais utiliser name en name.value, par exemple. Donc si on revient ici et on importe, donc on commence à importer hop, to refs from view, et qu'ensuite on utilise au niveau de nos props, et bien maintenant, le code va fonctionner. Vous voyez que maintenant le code fonctionne parce que justement, j'ai transféré la réactivité dans une autre variable. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, la réactivité de props est liée à la réactivité de name. Les deux sont la même chose. Donc voilà, c'est pour ça que quand je change do ici, ça change le props, mais ça va également changer la ref de name puisque les deux sont liés. Voilà comment ça marche. On a également, simplement pour parler de ça, on a également une autre manière si jamais on veut exporter on veut exporter une ref en particulier. On a toRef ici. Et toRef, en fait, on va lui dire donc l'objet réactive à sectionner et on va simplement prendre une propriété. Et donc là, en fait, il y a carrément plus de destructuring parce que là, on prend simplement une propriété qu'on transforme en ref et c'est fini. Et ça fonctionne toujours de la même manière. Voilà. D'accord. On va plutôt rester pour du destructuring pour le moment. Est-ce que là, on est vraiment sur deux variables, enfin deux éléments qui sont vraiment liés l'un à l'autre, c'est-à-dire si tu modifies l'un, tu modifies l'autre, ou est-ce que c'est que dans un sens, ou est-ce que c'est vraiment dans les deux sens? Alors, c'est dans le cas d'un réactive où ce n'est pas props, parce que props, c'est en read-only, on va le voir juste après. Ok. Dans le cas où c'est pas props, mais c'est un réactive quelconque, effectivement, oui, ça va dans les deux sens. Si je modifie name, ça modifie la propriété de réactive. Si je modifie la propriété de réactive, ça modifie name. D'accord, oui. Donc après, j'imagine Voilà. que dans le code, il faut se définir entre nous un peu, comment dire, certains standards pour dire on modifie peut-être que l'un ou pas l'autre pour éviter des effets de bord ou Totalement. ouais, Totalement. d'accord. Il vaut mieux faire des choses comme ça, oui. C'est pour ça que Ok. toRef ou toRefs, c'est des choses qui ne sont pas utilisées souvent, mais dans des cas comme les props, ben là, ça va être utilisé, ça peut être utile justement pour ne pas toujours manipuler l'objet props directement. En fait. Ouais. Ok. Ok, très clair. Hum, Et donc là, on voit bien le setup ligne 1, comme on parlait tout à l'heure. Totalement, un setup. Hein. Sinon, on aurait dû faire d'autres export default, etc. avec setup. Donc là, c'est différent. Vous voyez, je le mets partout, hein. Que ce soit dans tous les Ouais. components, c'est la composition API avec le setup, car ça permet de rendre les choses beaucoup plus simples. Donc voilà Ça au niveau de marche. celle-ci. Tac. On peut passer maintenant à la modification de la valeur des props. C'est-à-dire, ici, par exemple, sur ce code-là, eh bien, on est dans le même cas un peu que celui d'avant. Vous voyez qu'on a même fait un toRef ici pour récupérer name en ref, sans destructuring cette fois-ci. Et à la différence du code d'avant, eh bien, en fait, on a un input donc, qui va être lié en vModel. Ça veut dire qu'en fait, les modifications qu'on va mettre dans le champ vont être directement apportées à la variable. Et donc ici, cet input en vModel sur name, vous voyez qu'il se trouve, qu'il est lié à name, qui est donc une propriété de props. Et donc là, on va modifier une props dans le component où il est. Et ça, vous voyez, vous allez voir que ça va poser quelques soucis. Je vais vous le montrer maintenant, encore une fois, à travers un petit playground. Tac. Voilà. Donc, on se retrouve ici à nouveau. Donc, c'est quasiment le même code, sauf que vous voyez que, à la fin, vous voyez qu'ici, c'est le même résultat, sauf que l'input, il ne se trouve plus au niveau du app.view, mais il se trouve dans le component hello.view, ici, vous voyez. Et donc là, de base, ça vaut John. Si je mettais John Doe de base, tac, ça marcherait. Le code marcherait, hello John Doe, etc. Le souci étant que props, toutes les props sont en read-only. Donc, on peut seulement les lire là où, dans le component où on les. C'est-à-dire que si j'essaye de modifier name, qui est donc une props, c'est lié indirectement à props, et bien là, ça ne marchera plus. Vous voyez que j'ai même une petite erreur en bas qui me dit cette operation on key name failed parce qu'en fait la target, elle est en read-only. Donc justement, on ne peut pas modifier, même si on ne nous sort pas d'erreur de base, parce que vous avez vu que de base, on n'avait aucune erreur lorsqu'on exécutait ce code, eh bien en fait, on ne peut pas modifier donc une prop dans un component.
On ne peut que le modifier quand c'est en dehors du component, donc là où ça a été envoyé, c'est-à-dire dans le component parent, ici, app.view. Alors on peut se demander pourquoi. Pourquoi ça marche comme ça? C'est pour justement respecter un peu la séparation des responsabilités. C'est important dans le code d'avoir une seule source de vérité, comme tu en parlais juste avant, Cédric, par rapport au fait de modifier la réactive ou la ref. Là, ça va être également important dans le système de props d'avoir seulement une seule source de vérité. Ici, la source de vérité, elle s'applique dans le système de props par rapport au fait que les props soient en read-only et donc qu'elle ne soit pas modifiable directement, même si votre code n'a pas directement d'erreur quand vous l'exécutez. En fait. Donc, la solution à ça, donc on peut aller voir tac sur Promise, hop, en fait, c'est de faire un système d'événements. C'est-à-dire que notre component qui a la props et qui veut éventuellement la modifier pour X raison, en fait, on va créer un emit, donc on va émettre un événement au component parent pour lui dire que je veux faire une modification, donc une update, une mise à jour, et que la nouvelle valeur, c'est celle-ci. Et donc, cet emit-là, on va l'envoyer à l'événement parent qui va le prendre en compte, qui va alors modifier la valeur si le souhaite, selon différentes conditions. Et ensuite, la valeur étant modifiée, puisque les props sont réactives, ça va mettre à jour ici notre input, puisque la value de l'input, il est à name. Il est donc à notre ici notre ref. Et on peut le voir, on peut le refaire directement. Hein. Donc ici, tac, 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 je vais laisser ça. Je vais simplement define un emit, comme on l'a vu juste en haut ici. Il faut définir en Vue.js les événements que l'on va envoyer, afin de ne pas envoyer n'importe quel événement, et donc il y ait une sorte de mini-typage qui soit fait au niveau de l'émission d'événements. Donc ici, on a une variable emit qui va nous permettre donc d'émettre des événements. Et ici, on va reprendre tac, ce petit code-là, hop, qu'on va mettre juste ici. Donc ce code-là, pour l'expliquer un petit peu plus peut-être, hop. Donc en fait, on va avoir l'événement input dans la balise input, qui est l'événement à l'instant où il y a une modification dans le champ, en fait, donc à l'instant où je vais écrire quelque chose ou changer les caractères. Donc ce qui se passe, c'est que quand il y a cet événement-là, j'emit. Qu'est-ce que j'emit? J'emit l'événement qui s'appelle update. Et après, j'envoie un paramètre à cet événement-là qui se trouve être la nouvelle valeur en fait du champ. Vous voyez, .target.value, c'est en fait le champ, et donc je récupère sa valeur. Et derrière, je dis également donc, que la valeur écrite, c'est lié en fait à la ref name. Donc forcément, il va m'écrire John Doe de base. Mais ici, ce n'est pas suffisant, puisque certes, on va envoyer un événement, mais il va falloir le traiter derrière l'événement dans le component parent. Pour ce faire, on va faire un @update, qui se trouve être le nom de l'événement qu'on envoie. Et ensuite, on va faire un name est égal $event. $event, c'est toujours le paramètre qu'on envoie en fait. Et ici, ça représente le .target.value qu'on a envoyé juste avant. Et donc, de cette manière-là, maintenant, j'ai un code qui va effectivement fonctionner. On a donc le component enfant qui va prévenir une modification, mais qui ne va pas la faire. C'est bien le component parent qui va la faire, et tout va fonctionner comme on veut, et même avec notre système de ref ici, vous voyez qu'on a extraite de props. Ok, d'accord. Voilà un peu la bonne pratique en question. Est-ce que, alors petite question, alors, il y en a d'autres dans le chat, mais je me permets d'en poser une vite fait. Le nom de l'événement, là, le update, ça c'est totalement arbitraire du coup. Enfin, c'est libre. Ouais. Totalement arbitraire. J'aurais pu écrire update 2 et là mettre un update 2 et ça aurait marché de la même manière. D'accord, voilà. Ok. C'est vraiment totalement arbitraire, mais il faut quand même le définir dans le define emit juste ici pour être sûr qu'on peut en mettre qui est présent. Quoi. Ouais. Ça marche, ok. Je te remercie. Et Florent qui demandait est-ce qu'il y a des alternatives au emit update, notamment provide inject. Je ne sais pas si ça te parle. Emit update, provide inject. Provide inject, oui, c'est une alternative à emit update, mais elle est un peu plus spéciale puisque en fait, ça va transcender plusieurs components. Donc en fait, le provide inject, un component parent va va inject. Je n'utilise pas souvent, donc je ne sais plus lequel est lequel, mais disons qu'il va provide une variable. Et cette variable-là, en fait, elle va être commune à tous les components enfants de ce component parent. Et donc après, les components enfants vont pouvoir la modifier, et ça va la modifier partout dans tous ces components-là. Le problème avec provide et inject, c'est que on peut s'y perdre très rapidement. En fait, si jamais on ne sait plus si notre component enfant est bel et bien le parent du component qui avait provide la variable globale x, mais en fait, du coup, il faut aller vérifier à chaque fois si c'est bel et bien le cas. Donc, c'est pas forcément une solution idéale, sauf dans des cas un peu plus précis où on est sûr vraiment que c'est un component
enfant forcément, parce que par rapport à notre nomenclature du nom du component, par exemple. Mais dans les cas un peu plus généraux, c'est pas forcément recommandé. En Ok, tout cas, ça fait la même chose. Oui. ça marche. Et une autre question également de Léo. Pourquoi ne pas mettre un v-modèle sur le name de hello depuis app.vue? V-modèle sur le name de hello. Ah oui, donc ici, oui, alors c'est totalement possible aussi. Non, tac, ici, mettre ici donc un v-modèle, tac, avec donc la variable name. Et donc dans ce cas-là, ne pas envoyer la variable name et ne pas envoyer également le système d'update. On peut totalement faire ça. Il faut juste derrière bien gérer au niveau de hello.view. Je ne me souviens plus exactement, c'est souvent présent sur les projets, mais c'est vrai que c'est des trucs un peu qui sont déjà mis en place. Il faut qu'on prenne en compte certaines props, je ne sais plus exactement, il y a un nom spécial de props comme value ou define value, etc. Ouais, voilà, c'est ça, event update name, voilà, c'est ça. On envoie le nom, voilà. On a la prop model value qu'on devrait mettre ici, et derrière, en emit, on a update 2 points, et là, le nom donc, de ce qu'on met. Et donc là, ce serait value de base, pas name. Mais ouais. C'est possible aussi, c'est simplement un poil plus complexe, mais en vrai, c'est plus propre de faire ça si jamais, eh bien, pour le coup, votre component enfant a effectivement un input. Ici, j'ai mis un input pour simplement parler du système de changement, de mise à jour, mais ça peut être un component enfant qui n'a pas d'input, mais qui veut quand même changer la variable du props. Dans ce cas-là, eh bien, un système d'événement fonctionne. Ok. Voilà tout. Donc ça, c'est vraiment un système d'événements interne à Vue.js, quoi, ce define emit. Totalement. Define emits, ouais, c'est interne à Vue.js, le système de hat ici derrière, qu'on récupère par rapport au nom de l'emit. Ouais. Ok, ça marche. Je te remercie. Ah. Ok. Tu fais remarquer que la gestion, sur le binding, je me souviens que sur AngularJS, on avait un two-way data binding aussi. Il y avait un truc un peu similaire, ça s'appelait les ng model, où effectivement, c'était une sorte de binding. Je pense que c'est propre à tous les frameworks front, effectivement. Mais c'est une question aussi que je me posais. Merci Arnaud de la poser. Est-ce qu'on peut passer des infos entre deux composants qui n'ont pas du coup de parentalité? Alors, tous les components en Vue.js ont forcément une parentalité parce qu'il y a le component root qui va exister, qui est le premier component dans lequel on entre. Donc en fait, on a forcément une parentalité avec celui-ci. Mais si jamais les composants sont trop loin ou quoi, eh bien en fait, le mieux c'est d'utiliser un state manager en fait. Un state manager, Pinia, Vuex, tout ça, qui va vous permettre justement d'avoir des variables globales, donc qui vont transcender tous les components. Vous allez simplement appeler votre state manager et récupérer la valeur de votre variable ou la modifier selon ce que vous voulez. Mais c'est pas du coup interne à Vue.js, c'est une librairie externe, ou alors tout à fait utiliser un composable, et c'est d'ailleurs plutôt recommandé de plus en plus, si jamais votre application est assez petite. Bon, on n'a pas forcément le temps de parler de composable, je pense, tout de suite, mais les composables, c'est une sous-fonctionnalité de la Composition API qui permet d'utiliser la Composition API uniquement dans des fichiers JavaScript et non plus dans des points vus, non plus dans des components. Et à travers ça, eh bien, en fait, on va pouvoir les importer sur différents fichiers Vue.js et donc avoir des variables, qui vont être possiblement éditables à travers plusieurs components qui n'ont pas forcément de parentalité. Ok, très clair. Juste avant de passer à la prochaine, il y a une autre question sur est-ce qu'on peut initialiser un props object comme valeur initiale d'un formulaire? Props objet comme valeur initiale d'un formulaire, bah oui, totalement. Oui, on peut faire ça, oui. On l'a vu de base dans notre tac, tac. Voilà, ici, on avait, vous voyez, alors c'est pas le vmodel, tac, c'était ici. Hop. Ouais, ici on avait donc le name qu'on envoyait, on envoyait notre variable name, et on voit que cette variable name, en fait, elle est devenue la valeur de base de l'input, en fait, juste en dessous. Donc oui, c'est totalement possible. Parfait. Si j'ai bien compris Je la te question. remercie. Je suis pas sûr. Bon, n'hésitez pas si besoin. Nickel, écoute. Ouais. Je te propose Donc ça c'est fait, bon, on va passer à passer la à la suite. dernière déjà. Hein. Déjà.
Donc, utilisation de TypeScript dans les components, comme on le disait juste avant. Ça, je pense que c'est une bonne pratique en fait à travers quasiment tous les langages, hein, l'utilisation de TypeScript, enfin tous les frameworks, je veux dire, l'utilisation de TypeScript. Donc là, j'ai mis simplement un petit code pour montrer à quoi ça ressemble, mais on va aller sur VS Code pour vraiment voir comment ça se passe. Vous voyez que l'utilisation de TypeScript, déjà, elle est très très native avec Vue.js, puisque Vue.js est écrit en TS. Donc forcément, ça va être très simple d'ajouter TypeScript. Il va suffire de mettre le paramètre, l'attribut length.ts, et ça y est, vous avez TypeScript activé dans votre component. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir tout un système donc, de types qui va être possible. Donc de typage, par exemple, par rapport aux emits. Moi, personnellement, j'adore le typage des emits parce que je trouve beaucoup plus pertinent que le micro-typage qu'on avait un petit peu avant. Vous voyez ici qu'on va définir donc emit à travers un certain type, et on va dire donc que le premier, eh bien, ça va être le nom de l'événement, ici update, et ensuite eh bien, on dit que la valeur qu'on envoie à cet événement-là, c'est forcément une string. Ce qui signifie que lorsqu'on va faire un emit, en fait, eh bien, ici, le nom de l'événement va être typé directement, donc si on se trompe, on va nous le dire, on va le voir juste après, et même le paramètre va être typé. Donc si on se trompe sur le type du paramètre, on va également nous le dire à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment, il suffit juste de faire length égale ts, et ça y est. En fait, si jamais vous avez déjà l'extension Volar sur VS Code ou alors sur l'extension Vue.js officielle sur d'autres IDE, eh bien, normalement, tout fonctionne de base, en fait. On va aller le voir tout de suite. Tac. Alors, c'est pas ici. Celle-ci, on va le fermer. C'est juste là. Voilà, on va avoir app et hello. Donc, c'est les mêmes qu'on avait avant. C'est le même système qu'on avait avant que j'ai gardé un peu partout. Celui-là, on l'enlève. On save. Et on va prendre hello. Voilà. Donc, vous voyez que ce hello ici, hello.view, on a le defined emit. Je zoome un peu pour être sûr que tout le monde voit. On a donc ce defined emit là qui va avoir un event update. Vous voyez, update ici. Donc, si jamais dans mon emit, je me trompe, je mets 2E à update, directement, on va nous le dire. On va nous dire, non, le type update, il n'existe pas. Par contre, update, il existe bel et bien. Donc là, on va effectivement mettre update. Et de la même manière, la valeur que j'envoie dans mon emit, si en fait, de base, moi, je veux que ce soit un nombre, eh bien, j'écris number, et eh bien, je vois effectivement que quand j'envoie mon paramètre, ah non, en fait, là, ici, j'envoie un string au lieu d'un number, donc il faut que je transforme en number, par exemple. Mais ça, c'est vraiment c'est du TypeScript. Encore une fois, c'est vraiment une meilleure DX, c'est une meilleure developer experience d'avoir TypeScript parce que vous allez avoir de base eh bien, tout plein d'erreurs de type qui vont eh bien, vous aider à ne pas faire de bugs, donc à avoir beaucoup moins de bugs par la suite. Vous voyez d'ailleurs que TypeScript s'intègre très bien à Vue.js parce que ici, dans le define emits, avant, ce qu'on devait faire, eh bien, c'était écrire ici, donc vous voyez eh bien, ici update, vous voyez, on avait ça dans celui d'avant, sans TypeScript. Eh bien ici, on n'a même pas besoin de faire ça. On va simplement définir une seule fois le type, et Vue.js lui-même, dans la phase de compilation, eh bien, on va ajouter en fait ce que vous devriez normalement écrire ici en double. Donc en fait, Vue.js va vous permettre de ne pas écrire des choses en double si jamais vous écrivez des types. Comme par exemple define props ici. Avant, normalement, c'était dans les parenthèses qu'on avait eh bien, toutes les props en fait. Eh bien, grâce au système de typage, vous avez simplement à le mettre ici dans le type et c'est fini en fait. Vous n'avez pas besoin de l'écrire plus que ça. Donc c'est très très bien implémenté à Vue.js. C'est assez confortable hein, quand même, je trouve, parce que c'est vrai que quand on n'utilise que des chaînes de caractères comme ça en dur, on a vite fait d'en oublier une ou de mettre un update et puis ensuite de le mettre à jour à un endroit, pas à l'autre. Et là, Ah du coup, oui. c'est vrai que tu l'as défini une fois à un moment et c'est vrai que si tu le fais pas bien ailleurs, tu te prends un warning à la compilation. Et ça, c'est vrai qu'en tant que développeur, je trouve que c'est assez confortable. Ouais. C'est un bon support en Et, tout cas. mais, et selon l'idée que tu as, ton warning, tu ne l'as même pas à la compilation, tu l'as directement quand tu codes, quoi. Ce qui est Ouais. bien mieux, c'est bien plus rapide. C'est Mm. bien plus rapide. Et même donc, au niveau, si jamais vous ne faites pas des choses aussi compliquées que le typage d'un define emit ou d'un define props, simplement ici dans un app.vue, vous voyez que ma ref ici, eh bien, je lui ai donné effectivement un type, qui est donc le type string. J'aurais pu lui donner un type number, et dans ce cas-là, là, j'aurais eu des erreurs partout parce que c'est pas un number ici. Là, donc, je peux mettre 2, là, tout ira bien. Sauf que ma props de hello, eh bien, elle, il faut que ce soit un string et pas un number. Donc, je vais avoir une erreur ici. Et de la même manière ici, eh bien, je name, ici mon name c'est un number, sauf que j'essaie de lui mettre eh bien, une string, puisque l'event est en string, ça va garder en fait le type de la valeur qui est envoyée par le emit, ça va le reprendre ici pour le mettre dans le $events. Donc vous voyez que tout est lié tout est lié en fait, et ça va permettre vraiment d'avoir une developer expérience
bien plus agréable et surtout même de développer votre application plus rapidement, je pense, parce que justement, vous allez avoir tout plein de bugs, beaucoup moins qui vont arriver, qui vont moins arriver en fait, tout simplement. Ok, super. Et, Sur le fichier qu'il y avait juste avant, sur ton app, ouais, ouais, sur celui-ci, ouais, Axel ouais, avait et une le point de question que tu as vue, vue, ouais. Ligne 3, du je coup, on trouve. renvoie un void. Ouais, on renvoie un void. Alors là, je trouve un peu bizarre que l'event renvoie un void et renvoie un event qui renvoie void. Effectivement, alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, si vous voulez, on a, je me rappelle plus exactement, mais la vraie syntaxe en fait ici, euh, non, je sais plus, je peux plus aller le dire. Si je vais aller voir la doc, je pourrais comprendre, mais je ne sais plus pourquoi exactement il y a ce deux points void là, mais c'est bel et bien la syntaxe à respecter, hein. Euh, Si on a le temps, je peux aller voir rapidement, hein. Tac. Écoute, on peut prendre quelques Alors, regarde. secondes. Ouais, parce que je crois bien que c'était écrit, mais je l'ai oublié. J'ai écrit un cours sur TypeScript et Vue.js et j'explique ça dedans, mais je l'ai oublié. Init. Oh. Non, c'est pas ici parce qu'il nous faut du typage. Hop, kids. TypeScript avec Composition API, voilà. Et là, typage de emit. On a effectivement un void. Je sais plus où c'est écrit, mais je crois bien que c'est écrit pourquoi, hein. Non, c'est pas écrit ici. Non, bah je suis désolé. Désolé, je sais plus sur le moment. Je pourrais retrouver ça, mais je sais plus où j'avais trouvé. C'est quelque part dans la documentation, sûrement. Bon, Donc c'est ça. c'est quelque part. C'est sûr, c'est quelque part, mais je sais plus où c'est. Ça marche. Ouais, mais après, c'est vrai que quand on envoie un événement, c'est plus un message qui contient peut-être les éléments, c'est peut-être plus ça qui est hein, qui fait du sens. C'est pas censé retourner quelque chose dans le sens où quand on émet, on sait pas qui va le recevoir. Je sais pas. Bon, Oui, c'est sûrement après, pour ça, parce que je dans connais tous pas les du tout. cas, dans tous les cas, quand on utilise ici un emit, on va simplement préciser ouais, les paramètres, quoi. Donc là, Oui. ici, update et value. Et effectivement, cet emit-là, eh bien, c'est une fonction. Donc, on définit ici une fonction, on définit différents Hmm. types de fonctions. Ici, je pourrais mettre un autre type, par exemple, update 2, ici. Hop. Et dans ce cas-là, au niveau ici, eh bien, j'aurai deux choix, soit update 2, parce que Hmm. justement, il sait que c'est la deuxième définition de cette fonction-là qui est possible. Ouais. Mais potentiellement, si personne n'écoute, Ouais, c'est ça. enfin ton programme compile quand même entre guillemets, c'est juste bah il se passe rien quoi. C'est ça. Ouais, C'est donc ça. Je pense que c'est lié à ça, mais je me souviens plus vraiment. Mais oui, c'est en fait on définit le type d'une fonction. Donc forcément, il faut qu'on renvoie quelque chose. Et ici, ouais, je pense que c'est juste ça. En fait, c'est juste qu'on définit le type d'une fonction. Donc il faut qu'on mmh, renvoie quelque chose. Et puisqu'on ne sait pas forcément ce qui est renvoyé, eh bien on met void en fait. mmh. Ouais, puis là pour le coup, on s'intéresse pas à ce qui est renvoyé puisque bah, Ouais, c'est le c'est principe ça. d'envoyer un événement quoi. Mm. Si ça intéresse Effectivement. quelqu'un, tant mieux. Souvent c'est ça l'idée. OK, top. On avait fait le tour de toutes tes pratiques? On a fait le tour. On a fait le tour de toutes Ah, mes pratiques déjà, oui. déjà c'est passé vite. Ouais. Bon, bah, top. Bah, écoute, bah, déjà merci pour tout ce travail. Si les gens veulent aller un petit peu plus loin sur, voilà, sur Vue.js, sur les best practices, qu'est-ce que tu Tac. peux, en termes de contenu, proposer? Alors, tu as parlé de ton site, ta chaîne YouTube. Est-ce que tu as des channels dédiés à Vue.js? Tu as un cours dédié à Vue.js? Hem, Alors effectivement oui, je repartage mon écran vas-y, directement. désolé. Non, non, j'ai oublié, c'est moi. Effectivement, oui, bah, moi sur devtheory.fr, j'ai tout un tas de petits cours pour ceux qui sont intéressés. Par exemple, des cours sur TypeScript avec Vue.js 3, des cours sur la Composition API et les Composables. On en a parlé justement un petit peu, et c'est un concept très important quand vous allez faire des applications un petit peu à plus haut niveau avec Vue.js. Et puis Mmh, plus globalement, du clean code, des tests unitaires, du VS Code également. Donc tous ces cours-là, ils sont accessibles soit à travers un petit abonnement, ou soit un accès à vie directement à un seul cours. L'abonnement, il vous permet d'avoir accès à tous les cours en même temps, si jamais vous êtes intéressé. Et au-delà des petits cours, on a également
des formations, notamment sur Vue.js 3 ou Next.js 3, qui sont elles, qui ne font pas partie du système d'abonnement, qui sont en elles-mêmes, qui vous permettent bien de complètement comprendre comment développer avec Vue.js ou avec Next, qui est le Meta Framework, donc qui se met par-dessus Vue.js. Vous allez voir un peu le plan de cours si jamais vous êtes intéressé. Et puis voilà, si jamais vous êtes plusieurs personnes dans une même entreprise à être intéressées par les cours ou les formations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai quelques plans un petit peu plus spéciaux d'entreprise qui peuvent vous intéresser. Voilà tout. Bah super, merci beaucoup Brian. De rien. Du coup, par curiosité, le framework Vue.js 3, ça a l'air d'avoir été un changement majeur en comparaison avec la version 2, c'est ça? Bah ouais, ça a été un changement majeur parce que déjà, il y a eu une réécriture complète vers TypeScript, ce qui fait que maintenant, D'accord, l'utilisation de TypeScript est très recommandée et super appréciable. Et même, il y a eu donc l'ajout de la Composition API. Avant, il y d'accord, avait oui. seulement l'Option API, et maintenant, donc, on a la Composition API, ce qui permet donc d'avoir des applications un peu plus haut niveau et ouais, dont les entreprises peuvent plus se servir. Avant, on avait vraiment on pouvait commencer par Vue, mais après coup, on allait vers React ou Angular pour faire des applications vraiment entreprises sérieuses, etc. Mais maintenant, c'est plus le cas avec Composition API puisque ça permet beaucoup plus de flexibilité et de réusabilité, donc ce qui est largement préférable quand on arrive à des applications qui se complexifient en fait. Ok, bah super, très clair. Comme on arrive également aussi sur la fin de ce webinaire, s'il y a d'autres sujets autour de l'écosystème Vue.js, qu'on n'a forcément pas eu le temps d'aborder aujourd'hui parce qu'on a eu qu'une petite heure. S'il y a sur des prochaines sessions, il y a des sujets qui vous intéressent spécifiquement sur Vue.js, n'hésitez pas à les partager dans le chat, ça peut nous donner des idées et je suis sûr que C'est Brian sûr. prendra un plaisir à travailler là-dessus. Next 3, ah bah tiens, mais voilà. Un Next 3 serait intéressant. Ouais. Ah, voilà. Bon, bah écoutez, c'est noté, on note pour la prochaine fois. Hem, Avant de passer sur hop, je vais juste prendre le mot de la fin. Voilà, juste pour partager que nos prochains webinaires chez Promise. La semaine prochaine, c'est un format un peu spécial. C'est un Demo Day où on présente justement les dernières fonctionnalités et quelques cas d'usage, autour de la plateforme Promise. Comment est-ce que ça peut aider les équipes à aligner justement des bonnes pratiques, à les faire émerger. Voilà, donc ce sera une session orientée là-dessus. Semaine prochaine, même créneau. Dans 2 semaines, on a aussi un slot hyper intéressant où on reçoit Flavien Aubois pour parler de comment est-ce qu'on peut radicalement réduire les bugs. Voilà, donc ça, les bugs, j'imagine. Allez, peut-être vous en avez aucun chez vous, tant mieux. Mais parfois, il y en a quand même toujours quelques-uns. Avec Flavien, on verra comment est-ce qu'on peut mettre en place des process pour s'assurer qu'une fois qu'on a trouvé un bug, il ne réapparaisse plus jamais. Voilà. Donc là, il y a une grosse notion de capitalisation sur le bug, comprendre, creuser pourquoi le bug a eu lieu et répandre l'information au plus grand monde pour que tout le monde ait l'info. Voilà. En 2 mots, je vous fais un rapide spoil, mais ça va être un sujet hyper intéressant. Et dans 2 semaines aussi, on recevra Johan Thirion et Guillaume Fass pour parler là de plus de pratiques craft, de pratiques de développement, comment est-ce qu'on peut développer autrement au niveau de notre code pour arriver à produire un haut niveau de qualité dans les grandes lignes. Et tout ça, tous nos webinaires en cours à venir sont dispo sur la page webinar.promise.com. Hop, et juste pour terminer également, voilà, donc toutes les infos autour de Promise sont sur notre site si vous voulez. Il y a une version gratuite, un freemium pour tester gratuitement la solution si jamais vous êtes intéressé par définir vos propres pratiques en Vue.js ou dans n'importe quel autre langage ou framework. Il est 13h26, je crois qu'on est sur un timing quasi parfait. Et effectivement, merci de le préciser, le replay, vous recevrez un lien, mais qui sera privé. Le replay sera sur YouTube, voilà, en fin de semaine, donc vous pourrez le partager autour de vous. Et n'hésitez pas effectivement à vous abonner. Alors, je vais dire à la chaîne Promise, nous, on n'a pas autant d'abonnés que toi, peut-être on y viendra, mais voilà, surtout à la chaîne DevTheory, voilà, qui partage du contenu hyper intéressant chaque semaine. Encore merci, Brian, pour ce webinaire, d'être venu chez nous. Merci de m'avoir invité. Puis merci à tous ceux d'avoir suivi ce webinaire. Top, avec plaisir. J'espère qu'il y en aura d'autres et merci pour vos retours positifs et on espère que ça vous a plu. On est content d'avoir passé cette heure-là avec vous. On vous souhaite du coup un excellent jeudi. Bon courage, la semaine est bientôt finie. Écoutez, j'espère un prochain webinaire alors. À très bientôt. On va terminer là-dessus. À très bientôt. Et Merci à tous. salut Alice. À la prochaine tout le monde. Bye bye. Salut Marianne. À bientôt. Salut.